C'est l'IPO, comme on dit, l'introduction en bourse du siècle. Ça l'est aujourd'hui, très attendu. Uber qui arrive en bourse avec pour objectif de devenir, ceux qui le disent, l'Amazon du transport. Bonjour Emmanuel Lévy. Bonjour. Bon, journaliste à Marianne, 82, on a eu le chiffre, 82 milliards de dollars de valorisation pour une boîte qui n'a jamais gagné un copec. Et ça vous pose problème? Pas un rond. Donc effectivement, c'est... D'abord, 82 milliards de dollars, c'est beaucoup moins que ce qui était anticipé. C'est-à-dire qu'au début, on était quand même parti sur un chiffre qui était au-delà de 120. Ouais. Puis 100, 82. On est un peu plus que la dernière. C'est pour que ça se passe bien, justement. Il y a une forme de prudence, de sagesse, de pas. Non, la décote, elle pourrait descendre plus loin. Il faudrait voir, a priori, quand on va voir au bout des 3-4 jours de cotation, si on reste à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont être payés pour maintenir le cours un petit peu à son niveau. Et puis, après, une fois qu'on aura cramé les petites noisettes de réserve pour garantir le cours, on aura la vraie valeur. Enfin, la vraie valeur. Qu'est-ce qui vous pose problème avec avec Uber? Parce que c'est vrai que la boîte crame, quand même, c'est vrai. Alors, pour le coup, 1 milliard de dollars par an depuis sa création, 2 milliards de pertes pour 3 milliards de chiffre d'affaires, encore 1 milliard de pertes sur le premier trimestre. C'est un gouffre financier, certes, mais on disait pareil d'Amazon. Et au final, il y en a plein qui se mordent les doigts de ne pas en avoir pris. Oui, alors. Effectivement, vous avez raison de rappeler les chiffres de perte de Uber. Ils sont assez impressionnants. Ils sont plus impressionnants que ceux de Amazon à l'époque. Là, on a l'habitude de valoriser les entreprises sur un rapport entre combien je paye aujourd'hui et combien de temps, en termes de dividendes, je vais être remboursé de ma mise. Au bout de combien d'années de dividendes, le PER, remboursé de la mise sur l'action que j'ai achetée. Là, on est dans les mêmes, c'est les mêmes multiples, mais 30 fois la perte. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas nouveau. C'est le principe des valeurs tech. C'est des paris sur le futur qui aujourd'hui crament, perdent de l'argent, mais demain, après-demain, on va en gagner des tonnes, quoi. Oui, c'est un joli pari. Moi, je vois plutôt une Ponzi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les premières ouvertures de capital qui étaient privées. Hein, donc, ça fait longtemps maintenant que Uber a ouvert ses portes et délivre une prestation que chacun a pu essayer maintenant partout en Europe occidentale, aux États-Unis. Pas trop en Chine parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait partir, ou en tout cas redonner les clés du camion à l'acteur local. Du taxi. Voilà, bon, c'est quelque chose. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on achète quand on achète Uber? On n'achète pas un grand objet technologique, c'est pas Google, c'est essentiellement une application assez relativement simple. C'est une sorte de mix entre... c'est comme si Visa avait fait un bébé avec Tinder, puisque c'est... Visa qui a enfanté Tinder, ou peut-être dans l'autre sens. Bah oui, on ne sait pas qui fait quoi, mais en tout cas, la réalité, c'est quand même un site de micro-paiement avec un site de rencontre entre un chauffeur et un client qui veut se déplacer d'un point à un autre. L'idée est géniale. Même si c'est vrai que technologiquement, c'est vrai que quand vous écoutez, vous avez raison, c'est pas l'invention du siècle. Non, mais c'est réplicable. D'ailleurs, il y a d'autres acteurs qui sont sur le secteur et ça pose un problème pour le modèle final de Uber, qui est quand même un modèle à vocation monopolistique. Alors, pour rappeler qu'il y a d'autres acteurs, il y a Lyft qui aux États-Unis qui a fait un flop, lui aussi qui a fait une IPO il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y en a d'autres en France, on les connaît. Cours qui est en baisse de quasiment 30% depuis son introduction. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Bon, alors, si les gens ils veulent acheter aujourd'hui du Uber pour voir, ils peuvent payer pour voir. Moi, j'attendrai de voir. Ouais. Parce que c'est pas seulement non plus des VTC. Effectivement, Tinder, le mariage entre Tinder et Visa, je comprends, mais leur objectif, ils l'ont dit, c'est de transporter des personnes, de la nourriture, des produits d'un point A à un point B, avec encore une fois du VTC, mais aussi des trottinettes électriques, du vélo en libre service, du taxi volant dans le futur. C'est ça aussi qu'on mise quand on suit Uber. Hein. Alors effectivement, Uber a dernièrement lancé ses différents autres services. En fait, ils vendent du kilomètre, hein, du transport de personnes ou d'objets, puisqu'avec, ça a été dit, on pourra presque maintenant acheter son billet d'un point à un autre, que ce soit un morceau de kilomètre de VTC, un morceau de kilomètre de trottinette, et puis, qui sait, peut-être de l'avion et de l'hélicoptère. C'est sans doute son objectif à terme. Et c'est d'ailleurs le modèle économique de Uber, je vais le rappeler, c'est quand même le VTC monopolistique. C'est un gros pari. On voit qu'il y en a... Qui est jouable aussi, non? C'est jouable, il y a quand même des limites. Est-ce que le marché peut s'étendre de façon infinie? Alors 100 milliards de dollars pour la valorisation de Uber, il faudrait le rapporter à... 82.
Pardon, 82. 100 milliards, Oui. c'était l'objectif. 100 milliards, c'est l'équivalent du marché mondial des VTC et des taxis. Donc ça permet un petit peu de contrebalancer et de voir sur quel marché est Uber. Mais il faut voir aussi que sa limite forte, c'est aussi qu'il trouve en face de lui des villes qui sont de moins en moins, qui ont moins en moins d'appétence pour ce type de VTC et de prestations. Au début, on avait dit c'est super des VTC avec des voitures collectives, puisque c'est un transport collectif. Ça va désengorger les villes. Bah, en fait, non. Il y a une étude d'ailleurs qui est sortie, je l'ai vu passer, Ouais. j'ai pas bien vu cette semaine, à San À San Francisco. Francisco. C'est ça, hein. À San Qui Francisco, dit que, bah, contrairement en à toute attente, fait, bah, la ville est plus engorgée parce qu'effectivement, on occupe, il y a un nombre de VTC qui a cru, parce que c'est aussi l'objectif d'Uber, c'est d'en mettre partout, et qu'en fait, à la fin, le trafic est moins liquide qu'il ne l'était avant. Alors, il y a ça, elles s'en aperçoivent les villes, et puis il y a aussi une demande de la part d'autres acteurs que sont les taxis d'être protégés, régulés. Ça, les municipalités ont aussi l'oreille de ce type de demande. Et puis, il y a les chauffeurs eux-mêmes. Il y a quand même un turnover incroyable dans ce monde-là. Donc, il faut aussi imaginer que ce sont des gens qui bossent beaucoup pour un revenu assez faible. Ouais. C'est moins de 7 € par heure pour la plupart des conducteurs de VTC. Ça crée quand même une certaine incertitude sur la pérennité du business. ouais, pour qu'il y ait cette pérennité du business, pour que le pari soit réussi, il faut que ce soit un monopole, qu'il soit winner takes all, le premier, le seul. Et là, on voit que ça bute sur des contraintes. Il y a effectivement les différentes villes, comment elles vont réagir, la concurrence, parce qu'il n'y a pas de clients captifs, il suffit qu'il y ait une appli moins chère. Ah bah c'est réplicable, c'est quand même assez réplicable. Les gens, il n'y a pas d'abonnement, je veux dire, pour que les gens soient Non, alors soient contrairement à captifs. Facebook, il y a une partie de ma vie dans Facebook. Donc j'ai mon historique, j'ai tous mes amis. Là, mon historique de transport sur 10 ans, pour savoir si je suis allé voir qui. Ça vaut rien en fait, hein. On s'en contrefout un petit peu. Donc là, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de gain à rester chez Uber. Et puis il y a d'autres concurrences qui vont émerger avec la voiture automatique, les robots qui vont nous permettre de se passer des chauffeurs. Oui. Alors c'est aussi le On n'en pari est pas d'Uber. encore là non plus, parce que d'ailleurs Uber le dit d'ailleurs dans son On n'est pas là, bien sûr. introduction, que si d'aventure il devait y avoir à grande échelle une requalification des chauffeurs Contrat. en contrat de travail type CDI ou vrai contrat de travail, Uber devrait changer de métier. C'est quasiment dit comme ça dans le document d'introduction. C'est-à-dire qu'il y a comme une épée de Damoclès juridique. L'horizon, bien sûr. Et puis c'est pas comme s'il n'y avait pas de multiplication des demandes de cet ordre-là et des tribunaux qui font droit à cette demande. Donc l'horizon, effectivement, c'est de remplacer les chauffeurs par des robots. On n'est pas encore là. On n'est pas là, mais même si on y arrive, et on y arrivera sans doute, la question c'est quel horizon. Il y a d'autres acteurs qui sont beaucoup plus en avance sur cette question-là, que sont Google avec sa voiture automatique, ou même Tesla. Voilà. Vous y allez fort parce que vous dites, voilà, peut-être une belle Ponzi. Ponzi, c'est le terme qu'on a employé au moment de Madoff. Oui, alors la Ponzi, c'est ouais. un système qui ressemble plus à c'est un système pyramidal. Le dernier entrant paye la mise du précédent, c'est cranté, pour acheter quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, c'est le dernier entrant qui paye les paris des en autres. parallèle, mais le truc qui n'existe pas. Si, il y a un business, même ça perd de l'argent, mais il y a un business. Je veux dire, Il y a un business. 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a un business, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3 milliards de pertes. Ok, 2 milliards de pertes. 2 milliards, pardon. Ouais. On se parle de ça. Donc, Mais les Ponzi, pour de vrai, il y a des gens qui sont très contents de l'IPO, toujours. Là, ce sont les grands. qui sont les gagnants aujourd'hui? Ce sont les grands fonds de la Silicon Valley. Hein. Il y a First One Capital, Sequoia Capital, Benchmark, Goldman Sachs, Google Venture. Et Kleiner Perkins, eux, ils vont gagner beaucoup d'argent. C'est les mecs qui sont arrivés au début, qui ont mis de l'argent, qui ont mis de l'osé au début, c'est ça? C'est ça, c'est les premiers entrants. Eux, ils vont gagner beaucoup d'argent. Alors, on trouve aussi l'ancien patron de Uber, Travis Kalanick. Il a 9% de la boîte, lui. 9% de la boîte. Bon, alors lui, son avenir à plusieurs générations est assuré. Et puis on trouve aussi, de façon étonnante, moi j'avais oublié que Jeff Bezos avait mis 3 millions de dollars. Patron d'Amazon. Le patron d'Amazon. 3 millions, il a mis quand? Au début. Il y a suffisamment, je ne sais plus, c'était il y a 10 ans, je crois. Et ça vaut combien ces 3 millions de dollars aujourd'hui? Ça vaut de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. Mais enfin bon, vu la richesse de Jeff Bezos, c'est comme si nous on retrouvait au fond d'une poche 10 balles. Donc c'est assez. Bon, et on finit là-dessus. Donc pour vous, votre conviction, c'est que ça va mal se terminer? C'est que derrière, alors j'aime pas le mot escroquerie, parce que Ponzi, ça renvoie à Madoff, ça renvoie à l'escroquerie. Oui, la question c'est le prix. Est-ce que 82 milliards de dollars, c'est le bon prix?
On va le savoir assez vite. Moi, je ne pense pas, je n'achèterai pas. Mais bon, vu là où je parle, je n'ai pas le droit d'avoir d'action. Il faut attendre quelques jours, quelques semaines. Après, c'est un pari si les gens pensent que... Parce qu'on peut avoir un doute effectivement sur la rentabilité future d'une boîte qui n'a jamais gagné un copec, encore une fois, comme on a dit. Oui, on peut avoir des doutes sur la rentabilité future, on peut faire des paris sur la rentabilité future. Il y a Airbnb qui va rentrer aussi bientôt en bourse dans les prochains mois. C'est des jeux. Alors, est-ce qu'on croit à la société façon cool de la vallée, de la Silicon Valley, avec une espérance de gain importante? Pour quelques-uns. C'est pour quelques-uns, parce que c'est quand même ça. Il y avait d'autres gens d'ailleurs qui ont beaucoup investi dans Uber. Ce sont les Bannister, c'est les principaux. Les Bannister, c'est un couple assez connu dans la Silicon Valley qui j'ai compris les Lannister, parce qu'on est en plein Game of Thrones. Non, c'est pas cela. Eux, c'est les tenants du mouvement libertarien, plutôt de droite. Voilà, c'est le modèle éco de la Silicon Valley, façon cool, et avec des gens pas très bien payés et d'autres gens qui sont à la tête de fortune. Voilà, donc une belle Ponzi peut-être pour Uber qui s'introduit aujourd'hui en bourse. Intro de l'année et point de vue signé Emmanuel Lévy de Marianne. On voit la couverture. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ce qu'on ne vous dit pas sur les médicaments génériques, comment ça? C'est bien les médicaments génériques pour le trou de la Sécu, non? Oui, c'est bien pour le trou de la Sécu. Effectivement, est-ce qu'on ne paye pas, on n'est pas obligé de donner trop d'argent à des laboratoires qui mettent beaucoup d'argent sur leur nom. Les médicaments génériques, il y a aussi un grand deal avec les pharmaciens pour qu'ils permettent de transposer un médicament non générique vers un médicament générique quand on est dans l'officine. Et eux aussi gagnent pas mal d'argent à ce petit jeu-là. Au passage. À lire donc, pas seulement ça, évidemment, d'autres articles, d'autres enquêtes dans le Marianne de cette semaine. Merci Manuel. Merci.